Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce live numéro 64 d'OFA Donc tous les jeudis 11h30 Eastern Time, vous retrouvez l'actualité du monde éducatif franco-américain. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Mathilde Serioli pour parler de la question de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle fait couler beaucoup d'encre, fait parler beaucoup de gens, et donc nous avons aujourd'hui une des spécialistes de la question. Mathilde avec nous. Bonjour Mathilde, Bonjour, ravie d'être ici. merci beaucoup. Petite question avant de rentrer dans le vif du sujet, mais Mathilde, est-ce qu'il y a 30 ans, tu te voyais aux États-Unis, à San Francisco, en train de parler de l'intelligence artificielle? Parce que non, bah déjà l'intelligence artificielle, c'était pas très clair. Il y a 30 ans, je suis pas si vieille, donc j'étais vraiment petite. Donc je pense que je me voyais pas aux États-Unis. Je pense que j'en avais une vision très lointaine, mais ravie d'être ici. Enfin, je pense que en fait, la réalité, c'est que je ne pense qu'il y a 3 ans, je ne me voyais pas non plus parler des questions d'intelligence artificielle et que ça allait être beaucoup plus mon quotidien. Parce que Donc ton on peut domaine, pas faire. oui, ton domaine, c'est les neurosciences au Ouais. départ. Non, c'est ça. Moi, je suis vraiment spécialisée dans les neurosciences cognitives et principalement chez les enfants. Donc, c'est pour ça que pour moi, la question du AI se pose vraiment sur comment ça joue sur le développement des enfants, quelles vont être les influences, quelles sont déjà les influences et quelles vont être celles à l'avenir. Absolument. Bon, bah, c'est très bien. Et donc, il y a quelques années, tu as rejoint l'équipe de Everyone AI, Ouais. il y a à peu près un an. Ouais, il y a à peu près un an. Alors, en fait, on a monté Everyone AI il y a à peu Donc, près un an. d'accord, c'est donc parfait. Voilà. C'est toi Donc, qui es ouais, partie on est prenante. quatre. Ouais, on est quatre fondateurs, dont Grégory Renard, qui, lui, pour le coup, fait du AI depuis. Je pense qu'il y a 30 ans, il se voyait peut-être déjà faire du AI, moi pas, mais lui peut-être. Euh, Céline Malvoisin, qui est orthophoniste de formation, donc qui travaille beaucoup avec nous sur la création des contenus de pédagogie aussi autour de ces questions-là. Et puis Anne-Sophie Seret, qui est un peu la Oui, force de motivation, de gestion, c'est un peu la locomotive. exactement, absolument. Ah bon, bah, c'est un plaisir. Et derrière cette entreprise, cette action de Everyone AI, Non-profit. Ouais, c'est c'est non-profit. non-profit, mais derrière cette non-profit, il y avait la volonté d'expliquer à tout le monde en quoi consistait l'intelligence artificielle. Alors en fait, il y a vraiment la volonté d'anticiper finalement quelles vont être les opportunités et les risques du AI pour les enfants. Donc on a vraiment cette fenêtre où on se pose la question finalement de toute cette jeune génération qui va grandir avec de plus en plus d'interactions avec le AI. Euh, Comment ça peut les impacter? Quelles sont les choses auxquelles on devrait faire attention? Qu'est-ce qu'on devrait anticiper? Se dire bah, peut-être que ça ne va pas le faire. Quelles sont au contraire les choses où on se dit ah là il y a un vrai potentiel et ça peut être vraiment des belles utilisations. Donc c'est vraiment de réfléchir à ça et après de travailler vraiment en éduquant différentes stakeholders. Donc bah, les parents, bien sûr, c'est ce qu'on Mhm. fait aujourd'hui. Les parents pour qu'ils puissent guider leur enfant dans ce monde qui est honnêtement pas très clair en tant que parent. C'est difficile de faire nos choix. On sait même pas à quoi ça va ressembler dans 2 ans finalement, Absolument. c'est le paysage digital. Euh, les développeurs qui créent des produits, en particulier quand c'est à l'intention des enfants, des fois il leur manque quelques petites connaissances justement sur le développement cérébral et neurologique des enfants. Et puis en haut de la pyramide, un petit peu les régulateurs, parce que finalement c'est même pour eux, je pense que si on leur posait la question, est-ce qu'ils se voyaient il y a 5 ans devoir se poser toutes ces questions de régulation, de création de lois autour du AI, je pense qu'un paquet avait pas anticipé ça. Donc il y a des connaissances qu'ils ont besoin d'avoir autour du AI, il y a des connaissances qu'ils ont besoin d'avoir autour du développement des enfants. Mhm. Et donc, ouais, ben, merci beaucoup pour cette clarification. Et c'est, en tout cas, toutes nos félicitations pour le lancement de Everyone AI. C'est vraiment un très beau projet. C'est aussi voilà, comme ça qu'on vous a connu parce que c'est très important pour notre communauté d'en savoir plus. Que et on rentre là dans le cœur du sujet. Avec l'intelligence artificielle, j'ai un peu l'impression que tout le monde croit savoir ce que c'est sans vraiment savoir ce que c'est. Et donc, c'est la première question que je voulais te poser, basique, presque platonicienne. C'est quoi l'intelligence artificielle? Alors je pense que, bah, en fait, et c'est intéressant quand on voit le trend dans les médias du mot intelligence Mhm, artificielle. Tu peux regarder sur Google Trend. Avant novembre 2022, on voit quasiment pas. C'est très mhm, en sourdine. Et puis avec l'annonce de ChatGPT 3.5
par OpenAI. C'est là où vraiment ça a mis finalement cette notion d'intelligence artificielle. Et donc beaucoup de gens considèrent que c'est ça l'intelligence artificielle, et c'est ça, mais c'est pas que ça. En fait, ce que souvent on dit, ah, c'est des algorithmes. Il y a une Mm. grosse partie des algorithmes qui sont de l'intelligence artificielle, notamment le machine learning et le deep learning, et ça fait des années que ça se développe, et donc on en a déjà beaucoup. Quand j'allume Netflix et qui me fait une recommandation sur qu'est-ce que j'ai envie de regarder, c'est de l'intelligence artificielle, parce que il y a toute la partie machine learning où ils regardent un petit peu quelles sont les tendances des gens qui ont regardé ces choses-là, qu'est-ce qu'ils ont aimé regarder, ce que moi j'ai aimé regarder. Et puis aussi toute la partie deep learning qui est beaucoup plus sur l'analyse des contenus vidéo, sur l'optimisation même du streaming en soi. C'est la même chose sur les social media. Il y a toute la partie deep learning qui permet de reconnaître dans la vidéo qu'est-ce qui est adressé, comment la personne parle quand on voit les reels ou les choses comme ça, et puis de machine learning qui aussi apprend qu'est-ce que moi j'aime, qu'est-ce que je veux regarder, qu'est-ce qui fait que je vais rester sur cette plateforme. Donc tout ça, c'est déjà de l'intelligence artificielle. Pareil dans les jeux vidéo. En fait, les jeux vidéo, maintenant, s'adaptent beaucoup plus au niveau du joueur pour toujours le maintenir dans... C'est un petit peu challengeant, mais il va finir par y arriver. Donc il y a même dans le niveau de difficulté, il y a beaucoup de jeux vidéo qui s'adaptent à ça. Donc en fait, on en a déjà beaucoup dans nos écrans. En fait, on parle souvent d'écran, mais à part si on allume la télé, ce que peu de gens font maintenant, Ah ouais. finalement, beaucoup moins, c'est principalement des interactions indirectes avec l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que le changement qu'a fait ChatGPT, c'est qu'on est passé dans l'interaction qui est beaucoup plus directe, où on a un échange, où on devient acteur et actif dans cette relation avec l'intelligence artificielle qu'on n'avait pas avant, en fait. Où elle est Mm. là, mais on n'a pas vraiment notre mot à dire, on n'a pas d'input-output avec. Ouais. Non, c'est vrai que c'est un cochon. Petite note. Depuis que Netflix fait les recommandations, je trouve plus aucun film qui me plaise. Donc je sais pas. Ils ont du mal te flaguer. Alors après, peut-être que Netflix n'a pas accès au fait que tu es français et donc se base sur d'autres informations. Parce qu'après, je pense que le AI fait les choses très bien quand Je pense que on j'échappe, ouais. prend les bonnes boîtes et un peu moins bien quand on est plus des cas particuliers sur. Mm. Et toi, ça fonctionne pour toi ou tu regardes? Parce que du coup, je regarde plus. Non, j'avoue, Netflix font pas. Je suis moins Les, satisfaite. les- Oui, mais les recommandations. Instagram est meilleur. Instagram est Oui. bien meilleur à me garder beaucoup trop longtemps dessus. Ouais. Ouais, ouais, donc c'est intéressant parce que tu disais, ils travaillent sur une espèce de seuil presque d'addiction, Mhm. Ouais. hein, où on est. L'attention, en tout cas. Après, Mais comment faire la différence entre l'addiction et l'attention? Parce que cette attention, elle est forcément presque, enfin, on est presque sous dépendance alors on d'un va flux parler et d'un vraiment flux. d'addiction. L'addiction, c'est une Oui, pathologie mentale. Donc, c'est quand oui, ça atteint le niveau en fait de fonctionnement de la personne. Donc, quand ça atteint son niveau de fonctionnement de manière significative dans différents domaines. Donc, c'est là où vraiment, genre, on passe dans le côté vraiment plus diagnostic. Mais ouais. avant ça, des utilisations problématiques, en général, sont considérées au-delà de 2 heures par jour. Euh, Mm. sur une plateforme. Là, on va parler d'utilisation problématique. Et puis avant ça, bah, je pense que ça dépend aussi des gens. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent avoir une utilisation moins longue, mais qui peut être problématique pour eux. C'est aussi qu'est-ce qu'on décide. Et le problème, c'est que des fois, on voit bien, il y a beaucoup de gens qui essaient de se dire je vais réduire et qui n'y arrivent pas. Et oui, et on a l'impression d'être presque dépossédé de soi-même et de espèce de perte de liberté. Donc, finalement, on en vient à regarder des choses qu'on ne regarderait pas. Et est-ce que tu crois que c'est un problème? Est-ce que c'est un vrai problème enfin, tu vois, d'être dépossédé comme ça, enfin, d'avoir cette impression, parce que, encore une fois, c'est En une fait, je pense que impression. c'est un problème quand c'est un problème pour la personne. Je pense Hmm, que c'est un petit peu ou un problème pour l'entourage. Je dirais il y a hmm. deux niveaux parce que quelqu'un, par exemple, qui aurait une addiction peut ne pas voir que c'est un problème pour elle, mais ça devient un problème pour l'entourage. Donc, je pense que c'est là où il y a un petit peu cette notion-là. Mais il y a un des problèmes qu'on voit, c'est ce qu'on appelle la technoférence. Donc, c'est l'utilisation des parents Ouais. euh, de leurs écrans autour de leurs enfants et comment ça impacte en fait les relations. Ça, on voit qu'il y a déjà des effets qui sont pas qui sont pas très rassurants. Et puis de toute façon, on le voit bien que des fois nos enfants parlent et puis ben, on est là sans être là. C'est d'autant plus difficile pour les parents depuis le Covid, où finalement on a dû apprendre à travailler avec les enfants à côté,
beaucoup plus de choses se sont passées par Zoom, par WhatsApp, donc les groupes de travail se sont encore plus mis dans notre téléphone, couper est plus difficile. On essaie de tout faire en même temps et c'est vrai que c'est difficile, mais en même temps, ça fait que des fois, on est là et on n'est pas là. Et donc, il y a un vrai besoin de prendre conscience de ça, prendre conscience de nos interactions, de nos utilisations autour de nos enfants. Parce que c'est un petit peu comme, et puis c'est un exemple qui marche pas du tout auprès des Mm. Américains, que les Français comprennent très bien. C'est comme nos parents qui étaient genre, il faut vraiment pas fumer, tu sais, c'est pas bien. Il y a un peu cette notion-là, bah, fais ce que je dis, Ouais, ouais, pas ce que je fais. absolument. Donc il y a aussi un côté, un rôle à montrer. Ça va être difficile si depuis qu'on a un jeune enfant, on est tout le temps sur notre téléphone à table pour que quand à l'adolescence il en ait un, on puisse dire bah non, on n'a pas de téléphone à Mhm. table. J'ai un petit peu des choses aussi à penser au long terme et en même temps, moi-même je suis maman, je sais à quel point c'est compliqué de trouver cette balance-là, elle est pas évidente. Non, je trouve ça extraordinaire que tu commences par ça parce que c'était ma question. C'est-à-dire, moi, Olivier, en tant que père et bon, éducateur, je, j'ai du mal à donner des leçons de morale à mes enfants dans la mesure où moi-même, je suis encore en train d'apprendre à me servir de cette machine. Donc, bon, ils me voient pas sur Instagram ou Facebook parce que j'ai pas le temps d'y aller, mais je pense que si j'avais du temps, j'y serais. Et, et donc, c'est dur de montrer l'exemple. Bah, après, je pense qu'il y a des petits trucs qui sont pas si impossibles. C'est en fait, c'est de surtout, enfin, avec les enfants de manière générale, d'expliciter ce qui est en train de se passer. Parce que eux, Mm. ce qu'ils voient, c'est ça. Ils Mm. savent pas ce qui est en train de se passer. Des fois, on est en train de faire ça parce que ça nous Mm. permet de faire les courses en ligne ou Mhm. de parler à une personne pour organiser une playdate. Enfin, des fois, il y Mhm. a aussi énormément de choses qu'on fait qui est pour le bien commun de la maison. Mais Mhm. entre est-ce qu'on est en train de juste scroller ou pas, Mhm. bah, eux ont besoin de savoir ça. Donc, ça peut être. Et du coup, plutôt que d'être là sans être là, il vaut bien mieux dire écoute, pendant 10 minutes, je suis en train de faire Mhm. les courses, je suis pas là. Euh, Mhm. je suis en Mhm. train je suis en train d'organiser les vacances, je suis en train d'organiser telle chose, je suis en train de répondre aux mails de travail et j'ai besoin de ces 10 minutes. Et après, je serai là. Après, il Mhm. faut être là. Après, il faut vraiment le poser dans une autre pièce et partir. Mais cet exercice-là est intéressant parce que je pense que ça communique aux enfants, mais en fait, ça nous permet surtout de communiquer à nous-mêmes qu'est-ce que je suis en train d'y faire. Parce que si Ouais. à un moment on se dit, si là, je dois expliciter à vous ce que je suis en train de faire, je suis pas Mhm. forcément à l'aise de le dire à voix haute. Bah, peut-être Mhm. que c'est pas l'utilisation que je devrais en avoir maintenant. Donc ça aide aussi un petit peu Mhm. cette prise de conscience, mais je veux aussi rester transparente sur à quel point je trouve ça difficile. Et est-ce qu'on fait, entre guillemets, à ce moment-là, tu recommandes un exil intérieur au sens où, tu vois, je reste là après avoir explicité ce que j'étais en train de faire, ou tu recommandes, tu vois, de s'extraire, tu vois, du lieu Ça où tu dépend de es. l'âge de l'enfant, beaucoup. Ouais. Je pense que quand on peut s'extraire, c'est pas plus mal à la limite. Mhm. Comme si tu allais au bureau ou dans un bureau ou dans un espace dédié. Ça peut effectivement être une bonne manière de le faire. Après, des fois, avec les plus jeunes enfants, il vaut mieux être là et surveiller et dire, je vais être là, je suis là pour surveiller, pour te garder en sécurité et je dois faire ça là tout de suite, je suis bloquée et juste d'expliquer. Mais ça permet aussi que l'enfant sache qu'en fait il n'est pas laissé tout seul Mhm. euh, et Bien qu'en sûr. même temps c'est pour ça qu'on n'est pas tout à fait présent. Et après ça permet finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas pouvoir finir de faire un truc en 10 minutes de manière efficace et puis passer à la suite que d'être dérangé tout le temps et finalement ça dure 25 minutes. Puis après, bon, ça c'est l'idéal. Après, la fin de journée, les enfants sont fatigués, on a beau leur dire de pas nous déranger, ils nous dérangent quand même. Enfin, il y a aussi Oui, la oui. réalité. Il y a toujours les conseils théoriques qui sont toujours très bons, puis après la réalité c'est souvent plus compliqué. Non, non, très bien. Et Mathilde, la technoférence est donc l'un des risques. Mais est-ce que, comme dans les icebergs, il y a des risques qu'on ne voit pas et qui sont bien plus importants que ce dont on est en train de parler et évoquer une sorte de semi-dépendance ou de présence absente? En fait, je pense que le risque principal, et puis ça fait 8 mois maintenant que je travaille vraiment sur un rapport de recherche sur ces questions-là, Mhm. sur vraiment anticiper finalement avec le AI qui arrive dans les quelques années à venir. Donc on a fait un gros travail Mhm. de consulter en fait des experts en AI pour leur dire bah, quels sont les produits. Parce que moi, il y a 2 ans, je savais pas que ChatGPT, j'allais m'en servir tous les jours, et je suis ravie de m'en servir d'ailleurs, Oui, euh, avec toutes les limites que que le cela modèle fait. peut avoir. Eux, ils le savaient en fait. Donc là, c'était de se dire bah, en fait, comment on anticipe la prochaine vague, Mhm. tous ces produits qui vont arriver sur le marché, et après de réfléchir avec ce qu'on sait déjà du développement d'un enfant, de quelles sont ses fragilités,
d'aller voir avec d'autres experts de child development, de psychologues, de neurosciences, quelles sont les choses auxquelles on devrait faire attention. Et en fait, la plupart du temps, on n'a pas de réponse. Mais après, il y a des éléments, on peut se dire, bah, c'est un risque, est-ce qu'on est prêt à le prendre ou pas, en fait? Mm. Mais clairement, on peut identifier des zones de risque. Après, est-ce que ça se confirmera ou pas? L'avenir nous le Mm. dira. Mais je pense que quand on regarde un petit peu, euh, par exemple, les réseaux sociaux, il y a des risques. Si on avait dit à des psychologues il y a 10 ans, au moment où ça avait été développé, imagine une application que tout le monde aura dans sa poche, qui pourra faire ça, ça et ça, sur un adolescent. Est-ce que c'est une bonne idée, sachant que c'est le moment où ils commencent à construire un petit peu leur système de récompense, ça se développe, alors Mhm. qu'ils n'ont pas encore la capacité d'inhiber. Il y a vraiment un shift au niveau, enfin, dans le cerveau de l'adolescent, ça se fait en 2 temps. Déjà, ils développent en premier le système de la récompense, puis après la capacité à inhiber. C'est pour ça que d'ailleurs ils prennent plus de risques. C'est pour ça qu'on se dit mais pourquoi il a fait ça? Ça fait aucun sens pourtant. Bah, c'est parce que justement, genre c'est développementalement que ça se passe comme ça. Donc ça c'est vraiment une contrainte du cerveau. En sachant tout ça, est-ce que les psychologues auraient dit, il y a peut-être des choses qu'on va pas faire les gars? Oui. Donc, mais après, je pense que Facebook à l'époque n'avait pas forcément conscience que ça allait devenir généralisé partout. Enfin, c'était peut-être Mhm. leur rêve ou pas, mais il n'y avait pas cette conscience de à quel point quand on développe une technologie, maintenant elle se retrouve partout dans le monde. Là maintenant, on le sait en fait. On a, Mm. dans les 15 dernières années, on a vu ça, donc on sait très bien qu'une technologie qui se développe, on voit, je sais plus, je pense que c'est dans les... Au bout d'un mois, il y avait déjà plusieurs millions d'utilisateurs quotidiens de ChatGPT dans le monde entier. Il y a une vitesse de déploiement et d'intégration de tous Ouais. ces outils qui est extrêmement rapide. Donc il faut réfléchir avant de les développer, puis enfin, il faut réfléchir aussi avant de les intégrer, quoi. Est-ce que tu crois qu'on aurait les moyens, même si on en avait le désir, ou si on réussissait à identifier les dangers, de pouvoir faire quelque chose? Je me souviens au moment de ChatGPT d'un moratoire où en France, où je ne sais plus qui voulait faire un moratoire de 6 mois, mais est-ce que c'est pas un leurre de vouloir essayer de contrôler ou de bloquer les développements de... Je pense que de toute façon, ça ne se fera pas. Je pense qu'il y a... Mhm. En fait, c'est comme toute technologie. Est-ce qu'il aurait fallu arrêter le développement de l'électricité? Certainement pas. Je suis d'accord. Après, quand on a développé l'électricité, on a dit, ah mais attendez, si vous voulez mettre l'électricité dans votre maison, il faut un compteur électrique, on va créer des normes. On a été tout à fait capable en tant qu'être humain de s'organiser Mhm. pour se dire on a une technologie qui est au top, utilisons-la de manière le plus bénéfique possible. Oui, il y a des risques d'électrocution avec l'électricité, n'empêche qu'on a réussi à faire que ces risques soient vraiment minimes. Et puis en plus, on a amélioré au cours des années. Genre, les normes sont de plus en plus bien Mhm. faites, les outils qu'on a pour diminuer tous ces risques sont bien meilleurs. Il y a moins de risques d'incendie, enfin, il y a plein de choses qui ont été évoluées. Donc il y a des choses qui ont été mises en place au début avec une évolution. Et là, il y a un petit peu ce besoin de créer ça autour du AI sur quelles vont être les utilisations, à quel âge, parce que moi, mon utilisation et l'utilisation d'un enfant n'est pas la même. L'impact n'est pas la même. J'ai fini de me développer, mon cerveau, il est pas mal terminé, ça se finit autour de 25 ans. Mhm. J'ai eu pas mal d'expériences diverses, riches, variées, ancrées aussi dans la réalité, avec des interactions sensorielles importantes dans le plus jeune âge. C'est pas du tout la même chose qu'un enfant qui grandit maintenant. Donc Mhm. faut réfléchir à ce qu'un enfant peut faire et à quel âge et comment, quoi. Absolument. Ouais, quand je t'écoute parler, je suis comme si j'étais au bord d'un gouffre et j'avais le vertige. Parce que, tu sais, on se sent totalement impuissant. Parce Après, que tu disais, ils savent, enfin, ils nous disent, enfin, c'est pas, il n'y a pas un complot, mais quelque part, c'est comme eux-mêmes savent pas vraiment où ils vont, mais ils révèlent pas non plus tout leur développement pour plein de raisons. Donc finalement, on se retrouve tout à coup, poum, tu vois, devant presque le fait accompli, c'est après, il y a des choix. vertigineux. Bah, c'est pour ça que je pense qu'il y a un réel besoin d'éducation, de comprendre ce que c'est, de comprendre les risques. Je pense qu'il y a un besoin d'éducation. On parle beaucoup de AI literacy. Je pense qu'il faut aussi vraiment éduquer les humains sur les humains. Quand on se comprend bien soi-même, on comprend aussi bien mieux comment ça fonctionne. Pourquoi est-ce que quand je suis sur un réseau social, je reste? Bah, c'est parce qu'en tant qu'être humain, j'ai des biais qui m'ont servi pendant des millénaires et qui là, finalement, sont un petit peu tournés contre moi. C'est Le fait ça. que j'ai des biais de confirmation et qu'en général, je vais chercher des choses qui confirment ce qui va dans mon sens. Dans une certaine mesure, c'est protecteur, ça me permet d'être efficace.
quand ça fait que du coup on me montre que le contenu que je veux voir et que je finis par croire que ce que je pense est absolument vrai et que j'ai plus d'opinion inverse, là ça devient un risque parce que à deux niveaux, genre du coup j'ai du contenu qui est très attractif et du coup j'ai envie de continuer à regarder et puis je finis par penser que ma pensée est la bonne et il y a moins de nuances dans ma manière de penser. Mais je suis un adulte, j'ai déjà eu un petit peu de connaissances générales à la base, j'ai eu une éducation assez large. Donc je grandis quand même en ayant un paysage un peu plus large. Si très petit, on commence déjà à partir dans des tunnels et qu'on a un petit peu moins cette vision globale du monde, les risques de partir dans une forme d'extrémisme de sa propre pensée sont probablement plus élevés. Mm. Mais c'est un risque. Est-ce que ça va être le cas ou pas? Et puis après, on peut très bien penser à comment justement améliorer cet AI, puisque finalement il est là. Donc comment on l'utilise et qu'est-ce qu'on devrait mettre en place, quel est notre rôle, comment on peut aussi, enfin on pourrait imaginer un monde idéal où quand je me connecte sur un réseau social, je dis bah, je veux pas y passer plus que 15 minutes, donc au bout de 15 minutes, propose-moi du contenu qui m'intéresse pas, c'est beaucoup plus facile de m'arrêter ou juste éteins-toi. J'ai envie au long terme d'apprendre, genre quand j'y vais, genre dans 60% des cas, je vais avoir du fun, 20% de trucs qui m'apprennent là-dessus, 20%. Genre quel est aussi le... On pourrait aussi en fait avoir un petit peu plus de décision. L'un On, n'empêche pas l'autre. on pourrait trouver une utilité presque ouais, philosophique à AI, au sens où on pourrait utiliser AI pour contrôler AI, c'est ça? Bah oui, en fait c'est que on parle beaucoup de human in the loop en AI, Mhm. c'est-à-dire que l'être humain en fait reste dans la boucle et a son rôle à jouer. Pour l'instant, finalement, dans beaucoup d'utilisations du AI qu'on a, on n'est pas in the loop. Donc Mhm. comment on peut le remettre in the loop? Donc il y a ça, mais je pense que de se connaître bien soi-même, de comprendre en fait tous nos biais, comment on fonctionne, comment on se développe, qu'est-ce qu'on est capable de faire à quel âge, euh, c'est Mhm. aussi une manière d'aller aider les gens à pouvoir faire des décisions avec lesquelles ils sont en paix. Une bonne décision pour quelqu'un n'est peut-être pas la bonne pour moi. Et ça, c'est OK, justement, on a besoin de toute cette variabilité dans l'être humain. C'est ça qui fait que les interactions sont riches et intéressantes. Mais en tout cas, qu'on ait un choix sur ce Bien sûr, qu'on... exactement. Non, deux choses. Un, connais-toi toi-même, qui est la phrase de Socrate, et deux, le biais de confirmation, dont la philosophie ou la dialectique, la discussion philosophique en est, voilà, est l'antithèse. Finalement, si on les soignait à coups de philosophie, nos enfants, ça serait bien. Ouais, je pense il va y avoir besoin de changer un petit peu aussi On a besoin des philosophes. Ouais, je pense qu'on va avoir besoin de philosophes. C'est Yuval Harari qui, dans son livre 21 Lessons for the 21st Century, qui est vraiment un livre très intéressant, justement, il disait un métier d'avenir maintenant, c'est d'être philosophe. Parce que c'est vrai que tous ces biais, enfin, tous ces débats un peu philosophiques de est-ce que quand est-ce qu'il vaut mieux déplacer le chariot et tuer une personne plutôt que cinq? Pour l'instant, c'était très théorique. Maintenant, quand on pense à comment une full self-driving car elle va devoir prendre ses décisions, euh, bah, ça devient une vraie question. Genre, est-ce qu'il vaut mieux que la voiture risque de me cracher moi et sauve cinq personnes ou qu'elle sauve cinq personnes et que moi je me crache? Enfin, ça devient genre d'un coup ces débats philosophiques qui étaient très théoriques, ils deviennent très concrets parce qu'on Euh, va remettre des décisions importantes à des entités extérieures à nous. c'est intéressant parce que c'est vraiment des sujets de déclamation de Sénèque l'Ancien. Je lisais un livre sur Sénèque l'Ancien où il s'entraînait sur des sujets de dissertation improbables. Bon, on en est là. Ouais, en fait, les sujets improbables deviennent très probables et Mm. deviennent très urgents. Mhm. Et est-ce que ça avance? Je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de J'ai choses à faire encore. l'impression que c'est quand même un... Il y a plein de choses. Mhm. Il y a plein de gens et puis je pense que les choses vont s'organiser doucement. Il y a le AI EU Act qui est quand même un vrai premier pas en avant, même sur les questions de responsabilité, sur les questions de risque, sur ce qu'on peut faire. Alors il va falloir que ça aille plus loin, mais je pense que on peut voir le AI EU Act un petit peu comme le fait de dire il va falloir mettre des compteurs électriques, il va falloir aller raffiner, il y a des choses à mettre et puis pour l'instant c'est pas assez spécifique à l'enfant. Euh, et puis enfin, Mhm. bien sûr, genre, ça m'intéresse de m'intéresser aux enfants, c'est ma formation, mais les enfants de maintenant, qui sont en train de se former, qui sont en train de se développer au niveau intellectuel, au niveau social, au niveau affectif,
c'est quand même notre prochaine génération dans 20 ans qui arrive sur le marché du travail. Donc c'est pas juste l'enfant pour l'enfant, c'est l'enfant pour la société de demain finalement. Est-ce qu'on a envie d'avoir des enfants qui ont des attachements très très forts à des AI, qui savent tout sur eux parce qu'ils ont grandi ensemble, et puis finalement quand ils doivent prendre des décisions, est-ce qu'ils font des décisions basées sur eux-mêmes ou sur les probabilités que leur donne le modèle AI en disant bah basé sur telle chose, telle chose, telle chose, la probabilité que tu réussisses là-dedans est beaucoup plus élevée que là-dedans, donc je pense que ça c'est un bon choix pour toi. Quelle est un petit peu la question même de libre arbitre si on grandit avec ça. Et peut-être que dans plein de cas, au contraire, il y a des choses très positives qui viennent avec. Sur justement sur l'assistance, il y a des utilisations dans l'éducation Mm. qui sont top. Là, j'entendais quelqu'un qui pitchait un produit qui fonctionne très bien, enfin qui a l'air de fonctionner très bien de ce qu'ils en disaient, ou des enfants qui sont sur le spectre autistique et qui ont très peu de mots de langage. Bah, d'un coup, on peut mettre comme des. Alors à l'époque, là, c'était encore QR code. Maintenant, ça va, il va plus y avoir besoin du tout de ça. Mais si un enfant qui manque de langage peut aller pointer quelque chose, Mhm. ça va lui dire ça, c'est un ordinateur, ça, c'est une Mhm. tasse. Au niveau de l'apprentissage du langage, chez ces enfants-là, ça va être top parce que pour l'instant, c'est des enfants qui ont quoi, 2, 3 heures d'intervention par semaine pour faire ça, et où on passe beaucoup de temps à apprendre ça, alors que effectivement, si on se dit il peut faire ces 2, 3 heures dans le quotidien avec les objets qui lui sont utiles, et Mhm. le thérapeute continue de venir, et lui, pendant 2, 3 heures, il peut travailler sur les compétences sociales, sur faire des gens en disant ça c'est mon tour, ça c'est ton tour, et finalement aller travailler des choses qu'il n'y a pas toujours assez de temps pour travailler parce qu'il y a un nombre d'heures limite. Bah là c'est cool quand l'AI on va l'utiliser comme un outil en disant là en fait il va faire un meilleur travail que quand nous de toute façon on peut pas le faire, ou pour certaines choses on a déjà beaucoup plutôt que de faire des QCM pour évaluer les enfants, ça va être beaucoup plus intéressant justement de pouvoir avoir presque du débat socratique avec eux, Bien sûr. pour s'assurer que quand ils réussissent pas, est-ce que si on leur donne 1 ou 2 éléments en plus, bah, là, ils arrivent à trouver la réponse? Est-ce que c'est qu'ils n'ont pas compris la question? Donc on va avoir des choses qui vont être beaucoup plus intéressantes aussi. Mais Mhm. il va falloir choisir. Il va falloir prendre le bon, puis essayer de laisser un petit peu plus les risques de côté. Ouais. Et à la fin, dans ce monde, on a l'impression quelque part que, comme tu dis, donc il va y avoir un acte, mais on a l'impression que ce qui est en train de se dérouler, je dirais peut-être le destin de l'humanité, est entre les mains des savants ou des programmeurs. Comme si, tu vois, nous, enfin, nous, les membres les constituants du corps politique, où le politique est complètement presque dépossédé il est toujours dans un temps de retard par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est drôle. Ouais, alors c'est pas faux et c'est défaitiste aussi. Je pense qu'il y a toujours moyen de corriger aussi. Je pense que il va y avoir un besoin, je pense qu'il y a un besoin aussi de s'organiser. Par exemple, les médecins, à un moment, ils ont mis en place le serment d'Hippocrate en disant, en fait, il y a quand Mm. même la notion de do no harm. Moi, en tant que Mhm. psychologue, pour être psychologue, je suis obligée de passer à travers un paquet de cours d'éthique avant d'avoir Mhm. le droit de travailler avec des patients. Je suis obligée de prendre un examen qui montre que j'ai compris. L'examen est long et laborieux pour s'assurer. Donc, on pourrait très bien imaginer qu'à un moment, pour pouvoir développer du AI, bah, ça fait partie du curriculum, en fait, d'avoir un certain nombre d'éthiques, de compréhension de l'humain pour avoir le droit d'être certifié. Et donc, on pourrait très bien aussi imaginer que les compagnies puissent vouloir avoir cette certification annuelle, comme dans les grosses compagnies, il y a des certifications en ressources humaines. Et ben, donc il y a aussi moyen, je pense que il y a toujours un risque un petit peu de vouloir justement voir les choses de manière manichéenne avec les gens qui font du AI, ils sont pas gentils et Mhm. nous on est innocents. Non, les gens qui font du AI, c'est des passionnés. En général, ils ont voulu créer ces solutions euh, pour répondre à des Oui. problèmes. Des fois, ça va plus loin que ce qu'ils voudraient, mais il y en a énormément qui prennent énormément de temps pour réfléchir. Là, moi, je fais partie de groupes de fondeurs, et donc Mhm. je prends pas mal au sein d'Everyone, on prend aussi des calls avec ces ingénieurs qui disent, bah, je suis en train de développer ça, c'est avec c'est pour les enfants, comment je le fais bien, quelles sont les questions que je devrais me poser. Donc, il y a une vraie bonne volonté de vouloir bien faire. Des fois, je pense qu'il y a un manque de connaissances parce que finalement, jusqu'à maintenant, on était quand même dans un monde qui était quand même plus
ingénieurs humains d'un côté, et là maintenant, les produits que créent les ingénieurs deviennent beaucoup plus ressemblants à des humains, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais nous, dans notre interprétation en tant qu'être humain, justement, parmi tous nos biais, on anthropomorphise beaucoup. Donc on donne, même si je vois un point rouge qui se balade sur un écran, je vais me dire, ah bah je pense qu'il veut aller là. Genre Ouais. non, c'est des pixels qui se déplacent. On attribue des qualités humaines et des intentions aux objets. On fait ça énormément justement avec le AI, ce qui est un des risques, parce que plus on anthropomorphise, plus on a tendance à s'attacher aussi aux objets. Et donc du coup, du fait qu'on commence à traiter cette AI et ses utilisations comme des êtres humains, bah, il y a un besoin de comprendre l'être humain pour pouvoir développer ces applications. Donc je pense qu'on est aussi dans une période où les choses vont très vite et du coup, il faut, au contraire, c'est le moment de pas lâcher, c'est le moment de mettre des choses en place. Et d'arriver avec cette énergie en se disant, ok, c'est génial, on a un outil qui a un potentiel énorme pour aller faciliter énormément de choses, pour faire avancer la recherche, pour faire avancer la médecine. Euh, Allons-y, mais réfléchissons ensemble à comment on veut faire ça, quoi. Ah, ben en tout cas, c'est optimiste, c'est ça que j'aime beaucoup. Et une dernière question. Tu as parlé d'une vague, la prochaine vague. Est-ce que tu penses que prochainement, on va être dans le creux de la vague et qu'ensuite, il y a une autre vague qui va venir, pour employer cette métaphore, pour les saisons? Beaucoup qui parlent du AGI, ça je suis pas la bonne personne pour en parler. Je pense que là, ce qui va se passer, c'est que la vague va se décliner. On va avoir plein de Mm. petites vagues où finalement les modèles deviennent de moins en moins lourds. On va pouvoir les Mm. entraîner sur des choses aussi beaucoup plus spécifiques. La technologie, la capacité à le faire est là. Donc je pense que la prochaine vague, c'est qu'on va le trouver dans énormément d'utilisations, ce qui n'était pas tant le cas pour l'instant. On n'avait pas tant d'interactions, alors que là, on voit déjà, genre Snapchat vient d'intégrer un AI agent, donc Mm. des AI qui vont être en mode conversation avec nous. Ça va se décliner partout. Est-ce que ça va se décliner dans le doudou de notre enfant? C'est à nous de décider si on a envie qu'il y ait un doudou la nuit qui soit connecté, qui apprenne que quand mon enfant il commence à bouger comme ça, c'est le moment de faire une chanson et qu'il a besoin de ce niveau de vibration et comme ça j'ai pas besoin de me lever. C'est un choix, genre parce que j'ai pas envie de me lever et en même temps, bah faut savoir que quand je me lève la nuit, même si j'en ai marre, même si je suis épuisée, le moment où j'ai mon bébé contre moi, je m'attache profondément à lui. C'est pour ça que je le tolère à l'adolescence. Il s'attache profondément à moi. Donc c'est aussi ces questions-là de qu'est-ce qu'on est prêt en fait à abandonner. Où est-ce qu'on a envie que les AI viennent nous aider et où est-ce qu'on se dit non, genre ça effectivement il peut le faire pour moi, j'ai pas envie qu'il le fasse parce que Mm. c'est ni bon pour moi, ni pour mon enfant, ni pour le long terme. Alors oui, là sur le coup, et en même temps je comprends, hein, genre pour avoir vu des bébés, genre 3 heures du matin, il y a des fois j'aurais donné beaucoup Oui. juste pour dormir une demi-heure de plus. Mais c'est des choix qu'il va falloir en fait se poser. Est-ce qu'on développe ces produits? Alors il y a